Ah! Ok, j'ai rencontré un des néo-nazis les plus dangereux d'Europe. En vrai, on va regarder celle-là en premier. Mais non. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ouais, attends, c'est une arme que je vois là? Mais non. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ouais. Là, on se rend sur une des bases du bataillon Azov à Kiev. Слава Украине. C'est des Ukrainiens? Oh mon dieu. Léa, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Ça fait peur, hein. Moi, les gars, je vous mens pas, je vais pas faire le mytho et tout. Demain, la France, elle est en guerre. Je disparais, je vais au Sénégal, hein, je vous le dis. Hein. Захищай рід, захищай себе! Захищай рід, захищай себе! This is the best gun a Russian guy like this gun. Do you know how many people you killed on the front line? Я що рахую? Україну! Україна! Свята мати героїв! What? Служу українській нації. Солодку смерть в муках за тебе! Mais c'est quoi cette merde? Mais c'est terrifiant. C'est un Vous avez rallye du sûrement Ku Klux déjà Klan entendu ou quoi? parler du régiment Azov, une branche militaire de l'armée ukrainienne célèbre à la fois pour ses victoires sur la ligne de front contre l'armée russe dans plusieurs régions d'Ukraine, mais aussi parce que plusieurs enquêtes de médias internationaux ont montré qu'une partie des combattants de ce régiment sont des néo-nazis. J'ai pu rencontrer certains soldats de la frange la plus radicale du régiment et j'ai mis très longtemps à faire cette vidéo pour des questions de sécurité. Avant de la commencer, c'est très important pour moi que vous gardiez en tête que les Vraiment, personnes que tu vous allez vois, voir ne sont pas du tout les journalistes d'investigation, c'est ça qu'on veut, tu vois. Tu vois, moi, les journalistes qui sont là pour casser les couilles pour les journalistes parisiens, CNews, tout ça, on s'en bat les couilles de... Non, les vrais journalistes, c'est ça, frère. Qui vont sur le terrain, des trucs comme ça, qui ramènent des infos qu'on pourrait pas savoir sans eux. Et moi, par contre, mais je vous le dis, hein, jamais de la vie je pourrais faire leur travail, hein, jamais. Hein. Mec, lui, à un moment, il était allé au Congo voir un chef cocaïné, mercenaire qui... Ouais, j'étais malade ou quoi? Jamais de la vie je pourrais faire ça. Pour représentative ni de l'Ukraine ni de la totalité du régiment lui, Azov ouais. qui a énormément changé depuis le début de l'invasion russe en février 2022. La plupart des images ont été filmées à ce moment-là, quand les Russes étaient aux portes de Kiev, la capitale. C'est un moment où le régiment a explosé en termes de recrutement. Plusieurs milliers d'Ukrainiens ont rejoint ses rangs parce qu'ils voulaient défendre leur pays. Et je précise ça parce que toutes les statistiques qu'on avait à l'époque sur le régiment et ce qu'on pensait savoir sur le nombre de néo-nazis dans Azov, tout ça est devenu quelque part obsolète du jour au lendemain. Ensuite, certaines personnes que j'ai rencontrées ne sont pas ukrainiens, mais sont des néo-nazis russes ou biélorusses qui ont rejoint le régiment Azov. J'étais pas non plus seul sur le terrain, ce reportage je l'ai fait avec Camille Courcy qui m'a filmé. On était ensemble sur place au début de l'invasion et c'est avec elle qu'on a rencontré les premiers membres d'Azov près d'un bombardement dans Kiev sur la tour de télévision de la capitale. Putain, on dirait on est dans Call of, frère. Hello. On dirait une mission de Modern Warfare 2, frère. Hello. Hello. Non, c'est Capos. Парни стоят, они больше. Да, они больше, они это, молодцы. Мы чисто Ну, а где вот эти куски там этих ракет есть? На той стороне. на той стороне там же есть тоже. On est ensuite parti sur un autre site de bombardement où j'ai rencontré 2 soldats biélorusses Je vous jure, ça, on dirait Modern Warfare 2, frère. qui ont fui leur pays pour C'est combattre dingue. avec les Ukrainiens. Il faut savoir que le président biélorusse Alexandre Loukachenko, c'est un dictateur proche de Poutine. C'est à partir de ce moment-là que je vais commencer à entendre des choses intéressantes. Лукашенко это Лукашенко est un незаконный usurpateur. узурпатор власти в Беларуси, который полностью зависит и коллаборирует с Владимиром Путиным и с его режимом в Российской Федерации. Когда начались боевые действия с Российской Федерацией, я поддерживал Украину, я понимал, что Украина это тот плацдарм возрождения, который может позволить в том числе и белорусам освободиться после того, как мы освободим Украину. Après avoir échangé avec ce combattant d'Azov, il me parle... Moi, les gars, niveau politique, je peux pas me prononcer parce que je connais pas. Je connais pas les enjeux, je sais pas... Voilà, je vais pas faire ouais, je soutiens Poutine, ouais, je soutiens l'Ukraine, tout ça. Moi, juste ça, ce qui m'intéresse, c'est plus genre être en mode voir un peu ce qu'ils pensent, etc. Mais moi, je comprends rien politique. Je vais pas faire le Golemont comme un mec. Ouais, Poutine, il est trop stylé, il est trop charismatique, donc je le soutiens. Comme quand ils ont fait avec voilà, ça c'est un truc de débile. C'est pas juste je regarde et voilà, c'est tout.
De son camarade à côté qui ferait partie des hooligans du Dynamo Minsk, la capitale biélorusse. Football hooligans in Dynamo Minsk, one of leaders. Et ça m'interpelle tout de suite parce que je sais qu'il y a des hooligans du Dynamo Minsk et de Kiev qui sont des néo-nazis. Вот. И очень-очень много хулиганов, футбольных ультрас пишут и уже едут сюда и хотят принять участие вместе с нами на защиту Киева, на защиту Украины. Très vite en discutant avec lui, je comprends qu'il a peut-être un rôle important entre les hooligans de Minsk, mais aussi ceux de Kiev. Координирую всех людей, которые уезжают оттуда. Очень-очень много футбольных фанатов со всего мира пишет. Люди понимают, что это война. Война добра со злом. Тут абсолютно понятно, где добро, где зло. Война, после которой либо мы, либо они. Потому что, ну, если Путин здесь сюда пройдет, то дальше будет Польша, дальше будет дальше. То есть белая Европа, культура Европы. Alors l'Europe blanche et sa culture tomberont. То есть это белая Европа, культура Европы. То есть... Et en fait, quand j'entends la traduction de ce passage, je comprends que j'ai mis le doigt sur quelque chose. Et dans ce qu'il raconte, en fait, il explique que des hooligans de toute l'Europe le contactent via Instagram. Et donc forcément, après, pour trouver des éléments en plus, je suis allé chercher son Insta en privé que j'ai fini par trouver. Человек, россиянский человек. Видишь, что ты делаешь? Віддаю тобі душу, Перуне, почуй мій клич. Je me suis tout de suite demandé ce que racontait cette musique. Et en fait, cette chanson, c'est une ode à la gloire de Perun, le dieu du tonnerre dans la mythologie slave antique. Mais aujourd'hui, avec le néopaganisme, la résurgence de croyances polythéistes, il est aussi vénéré comme le dieu des guerriers. Et en cherchant un peu sur Internet... Il y a des humains, là, ils se battent contre des mecs qui prient le dieu de la guerre. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point jamais je me bats contre des mecs qui prient un dieu de la guerre et dire le mec dieu de la guerre, ça veut dire les mecs ils sont contents de mourir en fait. Je suis tombé sur ce rituel de combattants du bataillon Azov en Ukraine. Vu qu'on est dans Berserk. Захищай рід, захищай себе! Захищай рід, захищай себе! Il se coupe. Будь то! Будь то! Ensuite, en surveillant régulièrement le compte Insta du soldat biélorusse, j'ai compris que j'avais affaire à un néo-nazi. Ah oui, d'accord. Non, mais tu vois, mais ayez le bon soupçon. Ayez le bon soupçon. Il attrapait quelque chose. Il faisait pas un... Non, mais non. Non, mais non, voilà. Les gars, il prenait un cours d'anglais et il levait la main pour répondre à la question. Je pense que c'est ça. J'ai trouvé ce gars, j'ai négocié pour pouvoir continuer à suivre ce groupe. Vu que c'était le début de l'invasion, ils avaient beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'ils hésitaient. Et à ce moment-là, j'ai quand même réussi à les convaincre et ils m'ont emmené avec eux dans un magasin où ils allaient acheter de l'équipement et du matériel. С правой стороны черепа тоже светленький, резиновый. Вот этот? Дальше. Да. Там уже майже ничего не нужно. Да. И Национальная гвардия Украины вот эту штуку. И он полосочки. Dans le magasin, un des trucs qui m'interpelle assez vite, c'est le mur de patch, parce que j'en reconnais tout de suite plusieurs. Du coup, je les ai aussi montrés à Adrien Donjon, un chercheur qui connaît très bien les mouvements d'ultra-droite en Europe de l'Est. Avec la guerre, on a une profusion de symboles néo-païens d'origine nordique qui sont en vente et utilisés par les combattants. Quelque chose qui est très répandu aussi, c'est l'usage des runes. Après, c'est dommage parce que moi c'est mon avis, je m'en fous. Enfin, c'est dommage que les néo-nazis ils s'approprient des symboles. Enfin, ils s'approprient par exemple, tu sais, les religions nordiques, tout ça, etc. Parce que moi, je trouve ça grave intéressant à l'ancienne et tout. Les religions polythéistes et tout, je trouve ça grave intéressant. Donc genre en mode, ils s'approprient ça et ça devient dégueulasse en fait. Ça devient de la merde. Ça devient de la merde. Parce que si t'associes des néo-nazis à, je sais pas, à des dieux nordiques ou de la mythologie nordique, bah ça les rend, bah voilà quoi. Ça rend un dieu un peu nazi quoi, genre. Donc la rune Cyr, là, qui est en fait en lien avec l'archétype. Thor, il a rien demandé, frère. Laisse-le envoyer des coups dans comment s'appelle là le domaine là. Et puis enfin, on a la rue Laudal qui symbolise dans la mythologie nordique en fait le foyer, l'amour, la défense de celui-ci. Voilà. Okay. Bon, je vois qu'on passe aussi à côté des petits soleils noirs.
C'est un symbole occulte utilisé Le par les Valhalla Asgard, ouais. nazis après la chute du Troisième Reich. C'est un Waffen-SS qui l'a créé ce signe. Oui, bah ça c'est en fait un symbole qu'on retrouve dans le château de Wewelsburg, qui est donc le centre de formation de la SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. De 1933 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le château de Wewelsburg dont parle Adrien appartenait à Heinrich Himmler, le chef des SS de l'Allemagne nazie et de la Gestapo, qui est considéré comme l'un des criminels de guerre les plus importants du XXe siècle. Himmler avait fait de cet endroit le quartier général des soldats SS et on pouvait voir le symbole du soleil noir à plusieurs endroits du château. Ça fait peur, hein. Après quelques minutes dans le magasin de Kiev, un soldat m'a interpellé en français. Tu parles français? Les gars, je me rappelle un jour, je sais pas pourquoi, j'ai regardé un film. Je sais pas, mon cerveau, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai regardé un film de zombies où le zombie qui était réveillé, c'était Hitler. Et genre en mode... c'est genre un film comédie, truc comme ça. Et genre en mode, ça réveillait le zombie Hitler. Et du coup, après, Hitler, il voulait tuer tout le monde, en fait. Je sais pas comment il s'appelle, ce film. Mais ce film-là, c'est... Attends. Zombie... Hitler. Ouais, je crois que c'est celui-là. Attends, je sais plus si c'est celui-là. Film. Dead Snow. Ouais, c'est ça, c'est Dead Snow. Les gars, ce film, n'importe quoi, frère. C'est un film d'horreur. Je sais plus pourquoi je l'avais vu. Parce que j'ai peur, moi, des films, mais... Attends. Dead Snow trailer. Et je crois que j'ai vu les deux, en plus. Mais il est vraiment drôle, le film. Enfin... Il est goofy, quoi. Il est goofy de ouf. Oula! Jeg regner med at dere små bortskjemte snørrvalper ikke har giddet å lese litt lokalhistorie om Attends. Jeg sier det. Ah non, oui, c'est des SS, ils essayent de ressusciter Hitler, je me rappelle. C'est n'importe quoi comme film. Je sais pas pourquoi j'ai regardé ce film, les gars, me posez pas la question. Oui. Ouais, tu parles français? Oui, oui. Tu parles français? Oui, mon frère. Comment? D'où? Oui, la Légion. Le gars a l'air très jeune et il m'explique qu'il a fait la Légion étrangère française. Il me montre son béret vert. Et en vrai, je suis hyper surpris parce que je m'attendais pas du tout à croiser un légionnaire dans ce magasin. Et du coup, j'ai cherché à savoir ce qu'il était venu chercher ici. Mais il y a un détail que j'ai pas vu tout de suite. Qu'est-ce que tu as besoin d'acheter? Armor, just armor. Armor and plastines here. That's all we need because we need protection for our guys. Au moment de le quitter, je lui pose une dernière question. Et c'est là où je vois le détail que j'avais raté. Ça, c'est logo nazi, ça. La rune double sig, qui est le symbole des militaires de la SS de l'Allemagne nazie. Et donc pareil, je suis parti chercher sur ses réseaux sociaux privés et j'ai trouvé pas mal de choses. Je tombe d'abord sur cette photo avec une croix gammée, le principal symbole de l'Allemagne. Ah oui, une croix gammée avec des Lego. Sympa le petit jeune. Nazi d'Adolf Hitler. Un peu plus loin, je trouve cette photo avec marqué 1488. 8-8, c'est un symbole nazi. Et 14, je sais pas ce que c'est. C'est une sorte de code néo-nazi composé du chiffre 14 qui représente les 14 mots d'un slogan inventé par un néo-nazi et suprémaciste blanc américain qui s'appelle David Lane. Et ce slogan... Ah ouais, lui c'est une merde, lui. Alors... Inventé par un néo-nazi et suprémaciste... On doit on doit sécuriser l'existence de nos gens, enfin de nos personnes, quoi. Et
Et du futur pour nos enfants blancs. Américain qui s'appelle David Lane. Et ce slogan, c'est celui-là. We must secure the existence of our people and a future for Préserver our l'existence de children. notre peuple. Et le double 8 fait référence au double H d'Heil Hitler parce que le H est la 8e lettre de l'alphabet. Il y a une dernière photo sur laquelle je m'arrête parce que je reconnais pas le dessin sur le t-shirt du gars à côté du soldat d'Azov et c'est Adrien qui va m'aider à comprendre. Il arbore un t-shirt qu'on peut facilement identifier comme celui d'un groupe de supporters ultra rattachés au Dynamo de Kiev qui sont les White Boys en fait. Juste à côté de l'insigne du Dynamo de Kiev, on peut aussi voir une croix celtique qui est devenue, avec le temps, un symbole de l'extrême droite radicale. T'imagines, t'as un joueur de foot noir... Imagine, t'as un joueur de foot noir juif là-bas. Non, le combo. Un crâne qui était l'emblème de la division Totenkopf, qui était une division d'élite de la Waffen-SS. Au départ, le nationalisme ukrainien, nouvelle génération, a surtout recruté large dans d'abord les formations paramilitaires du début des années 2000, fin 90, mais surtout voilà chez... Ça existe les noirs juifs? Évidemment que ça existe. Bien sûr que ça existe. Et je peux pas lui faire un cours d'histoire, mais c'était même les premiers carrément. Différents clubs, clubs ultra... des hooligans. Ouais, des hooligans en fait. Pourquoi? Parce que tout simplement ces gens-là, à la différence d'autres, avaient déjà une expérience de la violence. En fait, la violence est très ritualisée chez eux. Bon, déjà dans les affrontements entre les clubs de supporters, mais aussi ils s'entraînent. Voilà, il y a vraiment des rites de passage. Voilà. Ok. Donc là, je comprends que j'ai mis un pied dans la frange la plus radicale d'Azov, et donc ça me donne envie de creuser un peu plus pour essayer de rencontrer des leaders de ces ultranationalistes, et je vais insister pour filmer dans leur base. C'est quoi un hooligan? C'est genre des fans de foot extrêmes, les fans de foot extrêmes, racistes, qui vont dans les stades pour tabasser les gens et tout. En gros, c'est ça. Hein. Ils veulent pas qu'on filme le trajet pour pas révéler... Et attends, c'était en Turquie avec les hooligans, là, il y a une semaine ou 2 semaines? Ça m'a fait peur. Hein. Il y a même une photo qui tourne, là. Hooligan. Il y a un hooligan qui est allé sur un terrain en Turquie et il a sorti un couteau devant un joueur. Et le joueur, il lui a enculé sa mère. Attends, hooligan, Turquie. Comment il s'appelle? C'était quel match, les gars? C'était il y a... Ah, ouais, là, ici. La photo, là. La photo, elle est bien stylée, hein. Où tu vois le hooligan... je sais pas comment il s'appelle, le Renoir, il est comme ça en garde. Après, il est au sol, il l'enchaîne au sol. Ouais, c'était ça. C'était ça, voilà. Ici. Comment il s'appelle? Trabzonspor Fenerbahçe. Ouais, regardez. Voilà, regardez, frère. Là, dans sa main, il a un couteau. Là, il y a un couteau, il a un couteau dans la main, frère. Le hooligan. Et bam! Ça, c'est juste après. Et dites-vous, après, le stade, il s'est fait envahir de hooligans et tout, qui est en mode prêt à attaquer, genre. Ah, c'est Batshuayi qui l'a tabassé? Ozaï, ok. No, if you tell me no. Later, okay. Mais la première tentative pour entrer dans une des bases ne fonctionne pas, ils ne veulent pas que des journalistes viennent filmer. C'est un petit peu compréhensible malgré tout parce qu'on est au début de l'invasion et l'armée russe se sert de toutes les sources vidéo publiques pour trouver les géolocalisations de points stratégiques. Mais pareil, avec Camille, on sent qu'il ne faut pas qu'on abandonne et donc on décide de rester avec eux. Putain. This is new salad from the Russian guy. He likes this. Перший солдат, який прийшов на Донбас з Je veux pas goûter à la salade. наших партнерів. Pourtant, j'aime bien moi la salade. Американською, this is M4. This is the best gun. Thank you. Thank you. En vrai, la M4,
C'est une bonne arme. Dans tous les Call of Duty, ça a toujours été une arme... classique, tu vois. Pas beaucoup de recul, le viseur il est agréable, puissante. United States. Genre c'est l'arme équilibrée de base en fait. En fait, ce gars, il s'appelle Mikhail Meyman et il parle beaucoup sur ses réseaux des combats sur la ligne de front avec son unité. Решил немножко дать пизды москалям. Выехали в бой. Bah, en vrai les gars, ces mecs-là, ok ils défendent, si vous voulez, l'Ukraine, je sais pas quoi. Mais est-ce que c'est pas juste des psychopathes qui utilisent ce prétexte pour tuer des gens? En vrai. Do you know how many people you killed on the front line? Дуже багато. Дуже. Ну, я що, рахую? Я кожен день працюю. This is my work, every time я працюю кожен день, як напали на мене агресори. Коли нападають, відбиваюся, я ж не рахую. Et en fait, je comprends que Mikhail est le bras droit de quelqu'un de plus important qui est aussi présent dans la pièce, Dimitro Korchinski. Dmytro Korchinski, on va dire que c'est une figure tutélaire du nationalisme radical ukrainien. Donc il est surtout connu pour avoir co-dirigé ce qu'on appelle Una Unso, qui est un vieux groupe nationaliste ukrainien fondé au début des années 90 et qui s'est notamment déjà illustré par le fait de combattre dans différents conflits post-soviétiques. En fait, Dmytro Korchinski fait partie de ces vétérans, de ces gens qui ont initié... Il a vraiment une tête... Non, mais vraiment, à chaque fois, ils ont que des têtes de méchants, frère. Ils ont vraiment la tête de l'emploi, quoi. Au moins, je suis bien, parce que si je vois un mec comme ça dans la rue, je vais changer de trottoir directement. Voilà. Ce mouvement avec d'abord cette ambition de... Les mecs, ils ont des têtes d'antagonistes, frère. Déstabiliser la Russie, parce qu'à cette époque-là, en 90, dans le nationalisme ukrainien, il s'agit de réfléchir à comment arracher l'Ukraine de l'influence russe, et ça passait notamment par une stratégie de déstabilisation de la Russie en s'attaquant aux périphéries, donc en l'occurrence voilà, les territoires en guerre contre la Russie. C'est la Vierge Marie avec une calage dans la main, là? Марія на початку війни, в 2014 році, де ми всі воювали. І зараз ми створили батальйон «Братство» і так само продовжуємо війну проти Москви і сподіваюся, що закінчимо її на руїнах Кремля. Lui, c'est un fondamentaliste orthodoxe. Voilà. Leur ambition, eux, c'est vraiment de rétablir une forme de théocratie en Ukraine où les valeurs orthodoxes régiraient la société. Donc pour lui, il s'agit bien entendu de faire en sorte que l'Ukraine ne se libéralise pas trop sur le plan des mœurs. Il est contre les droits des femmes dans une certaine mesure, il est contre le mariage homosexuel. Donc il est notamment connu pour ça, à tel point d'ailleurs qu'il parle, un peu avec provocation, de vouloir rétablir une forme de taliban, de régime taliban en Ukraine d'inspiration orthodoxe. En fait, après cette rencontre, des portes vont s'ouvrir. On a pu filmer une partie de leur arsenal et de leur armement, et on a rencontré d'autres membres du régiment. 2 minutes, I have. 2 minutes. А конкретно ця кімната – це наша, як кажуть, оружейка або арсенал нашої зброї, де ми накоплюємо зброю, автомати, стрілецьку зброю, різноманітну техніку и перераспределяем ее по подразделам. Et à un moment, un de nos contacts dans la SOF me dit que si on veut, on peut rencontrer quelqu'un de très haut placé, mais qui apparemment déteste les journalistes. Et on finit par aller dans une pièce au fond d'un sous-sol d'une base d'Azov. Ouah, t'es mal les grolls, frère. En face de moi, c'est Sergei Eldrip. T'es sérieux, tu mets des grosses bottes avec un skinny comme ça? Eldrip, hein. T'es vraiment pas Instagrammable, toi. Hein. Tu n'es pas ce dumper que tu penses être. Korotkik, un chef d'Azov qui est considéré comme un des hommes les plus dangereux du régiment. Mais à ce moment-là, je le sais pas. Oh 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 oh. Это наградной ствол за что-то там, что мне дали вместо ордена, потому что мне предлагали ордена, я брал наградное. Естественно, такой вид он приобрел, это кропотливый труд оружейников. Он не был столь красив. Это больше статусная вещь, это больше талисман. Когда я иду не в расположение... J'avoue, l'arme, elle est stylée. Elle est stylée. C'est un quoi? C'est un
Un 50 GS, comment s'appelle l'arme? Deagle, c'est un Deagle, non? Non, le skin est pas mal. Ça c'est quoi, c'est un classique? Très vite, il me dit qu'il est l'un des hommes les plus recherchés d'Ukraine par les Russes. Я человек, который один из создателей батальона, сейчас полка Азов, был командиром разведки в 2014-2015 году в полку Азов. Я достаточно... Vous pensez, imagine nos parents et tout, ils nous voient, ils regardent une vidéo et tout, et ils voient qu'on connaît tout le nom des armes et tout. Ils se disent, mais putain, mais mon fils, c'est un terroriste. Alors qu'en fait, juste, on a joué à Call of Duty toute notre enfance, donc on connaît toutes les armes par cœur. Я раздражаю русских, чтобы быть в этом списке там 680 человек, подлежащих ликвидации. En réalité, ça n'a pas été facile du tout d'en apprendre plus sur ça. Vraiment, je pense que je peux citer 50 armes différentes. J'ai contacté un des rares journalistes d'investigation qui a enquêté sur son passé et qui est encore en vie. On s'est parlé longuement au téléphone et il a accepté de témoigner, mais pour sa sécurité, il ne voulait pas être filmé, il ne voulait pas non plus... Vas-y, bon en vrai, je vais en faire 10 parce que sinon ça va être trop long. Ok, Sniper, Dragunov, Barrette 50. Dragunov, Barrette 50. Ensuite, P90, MP5, MP7, Desert Eagle, Colt... Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme arme? Space 12. P90, UMP 45. AK 47. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme arme? Qu'est-ce que j'utilisais pas mal? L'ACR. Putain, comment il s'appelle avec le petit viseur rond comme ça? Oui, la Scar. Scar, FAMAS. Tu vois? Bon, après, Vandal, tout ça abuse. La Galil. Arme de à l'ancienne, frère. Galil. La AKU. La AK-47U. Enregistre sa voix, ni qu'on la modifie, il a seulement accepté de me parler de son enquête par message. La M16 entendre n'est pas la sienne. Je préfère ne pas faire d'interview vidéo ou audio parce que parler de lui implique beaucoup de risques sécuritaires. J'ai commencé à enquêter sur... Non mais arrête de dire le pompe tactique, je suis mort. AK-74, oui, ouais. Le pompe tactique, il a dit. Oui. La Vandale aussi, toi qu'on y est, non? Korotkik à cause de ses activités et de ses liens avec des crimes dans 3 pays, la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine. C'est peut-être l'un des hommes les plus dangereux d'Ukraine à cause de son passé. Il entretiendrait lui-même cette image de personne dangereuse pour faire peur à ses ennemis. Son passé violent, en réalité, il n'a pas commencé en Ukraine, mais en Russie et en Biélorussie. Je vous préviens, cette histoire, elle est pas facile à comprendre, donc accrochez-vous. En fait, Sergueï Korotkik est accusé de meurtre dans les 3 pays dont parlait ma source, en Russie, en Biélorussie et en Ukraine. Mais c'était surtout un néo-nazi qui a eu un rôle très important dans les années 2000 dans des groupes terroristes russes. Il est russe d'origine, mais il a grandi en fait en Biélorussie. Durant sa jeunesse, il a étudié dans les écoles de formation du KGB biélorusse, mais ses études, ce parcours, ne l'a pas empêché de militer dans différentes organisations d'extrême droite et néo-nazis, aussi bien biélorusses que russes. Il a notamment, il y en a 2 en fait, dans lesquels il a milité activement. Tu as d'un côté un premier, donc c'est l'Unité nationale russe. Organisation paramilitaire et parti politique néo-nazi. Et sinon, un autre mouvement qu'il a en partie fondé, qui était la Société nationale socialiste. Oula. Organisation néo-nazie russe illégale d'extrême droite, fondée en 2004 par Dmitri Rumyantsev et Sergueï Korotkik. Non, je suis revenu à Paris, mais j'ai pas eu. La Société nationale socialiste, c'est une organisation dont les membres adulaient Adolf Hitler, qui se préparait à une guerre raciale et voulait nettoyer la Russie des minorités ethniques. En fait, ils voulaient plonger le pays dans le chaos et prendre le pouvoir. Dans ce groupe, avec Sergueï Korotkik, il y avait d'autres noms de néo-nazis et meurtriers connus en Russie, comme Maxim Martsinkevitch, surnommé Tesak, ça veut dire le hachoir. Ah oui, d'accord. Quelqu'un de sympa. Гордо встать и сказать: мы арийцы, вырезать всех нигеров, китайцев, евреев, хачей, вырезать их просто, чтобы их не осталось. Слава
Un homme qui a avoué avoir assassiné plusieurs personnes avant d'être emprisonné, et c'est quelqu'un dont on a un peu parlé en France parce qu'il était connu pour avoir terrorisé et torturé de nombreuses personnes de la communauté gay en Russie. Les membres de la Société nationale socialiste sont extrêmement dangereux et sont accusés d'avoir tué plusieurs dizaines de personnes. Ils seraient notamment les auteurs d'une vidéo d'exécution ignoble filmée en 2007 dans un bois près de Moscou. Dans cette vidéo, on peut voir deux hommes agenouillés et ligotés. Ça, ça me fait peur. Franchement, ça me fait mal de regarder ça. Ça me fait mal de regarder ça. Souhaite faire disparaître. La personne tuée par balle était d'origine tadjik et la personne décapitée a été identifiée quelques mois plus tard. Il s'agit de Shamil Odamanov, un jeune homme de 24 ans, originaire du Daghestan, une république fédérée de Russie. Encore aujourd'hui, cette vidéo est considérée comme le crime de haine non résolu le plus ignoble et le plus tristement célèbre de Russie. En 2015, le réalisateur israélien Vladi Antonevitch a fait un documentaire sur cette affaire et avec son enquête, il pense que Sergueï Korotkik est le bourreau qui... Qu'est-ce que tu racontes, le mec noir? Je vous mets un lien vers son documentaire sur YouTube qui est complètement dingue et qui fait vraiment froid dans le dos. Et en fait, c'est en partie pour toutes ces accusations qu'il aurait quitté la Russie avec une traînée de cadavres dans son sillon. С Российской Федерацией я плотно во вражде, начиная с 2008 года. Я объявлен там экстремистом через суд с 2009. Про меня достаточно много чуши и вранья написано, просто в попытке дискредитировать, в попытке получить меня на выдачу, в попытке меня посадить. Масса моих друзей села в тюрьму, и кое-кто там даже умер, был запытан до смерти. Там внутри России. Sergueï a toujours nié les accusations de meurtre qui pèsent sur lui. Tesak, ça faisait grave des édits sur lui il y a quelques mois, il a grave du buzz en Russie. Oui, grave du buzz chez les néo-nazis, tu vois. En septembre 2020... Ou chez les néo-nazis, en vrai. Le néo-nazi dont je vous parlais, Maxime Martinkevitch, a été retrouvé mort dans une prison russe. Les autorités disent qu'il se serait suicidé. Et au même moment, le comité d'enquête de la Fédération de Russie, qui est le principal organe d'enquête dans le pays, a révélé que peu de temps avant sa mort, Martinkevitch avait écrit une note à un ami dans laquelle il avouait le meurtre de plusieurs personnes en 2007, dont celui de Shamil Odamanov et du Tadjik tué dans la vidéo. Il a aussi déclaré que c'était Sergueï qui avait décapité Shamil. C'est en partie à cause de toutes ces accusations qu'il aurait fui la Russie et... Attends, Sergueï, c'est le mec là qu'on a vu là, juste avant là? Rejoint l'Ukraine. En 2014, au début de la guerre, il est même naturalisé ukrainien par l'ancien président Petro Poroshenko. Mais très vite là-bas, il est aussi accusé de plusieurs meurtres. Et c'est là que son profil devient compliqué à cerner, parce que c'est difficile de savoir vraiment où se trouve sa loyauté. Mais frère, il a pas de loyauté, lui, juste il veut tuer des gens, frère. Il a peut-être un lien avec le meurtre du combattant d'Azov, Yaroslav Babiš, mais aussi avec celui de l'opposant biélorusse Vitali Chichov, et enfin celui du journaliste biélorusse Pavel Cheremet. Pavel Cheremet a été tué en juillet 2016 à Kiev par une bombe piégée placée sous sa voiture. C'était un journaliste biélorusse qui dénonçait publiquement l'autoritarisme et la corruption du régime de Loukachenko, le président biélorusse. Craignant pour sa sécurité, il avait ensuite rejoint la Russie où il continuait à enquêter, notamment sur le pouvoir de Vladimir Poutine. Il est devenu rapidement là-bas aussi une voix dissidente et il a fini par rejoindre l'Ukraine pour continuer à travailler en sécurité. C'était un journaliste très engagé pour les droits humains, peu importe le régime en place. Et juste avant sa mort, il avait notamment écrit sur le bataillon Azov, qui venait d'être intégré à l'armée ukrainienne, et il expliquait les risques que cette milice pouvait représenter. Pour mais Charles Villa, au calme. Bon, après, est-ce que sur le coup, je pense qu'il savait pas exactement qui c'était en face de lui. Mais imagine, il savait pas qu'il interviewait un mec qui a tué des journalistes, genre. Donc s'il l'avait buté, ça aurait rien changé. Enfin, lui, il s'en bat les couilles que journaliste ou pas, il te bute, hein. À l'époque. Il y a eu beaucoup de théories sur sa mort, mais en 2021, le site d'information en ligne EU Observer a publié un enregistrement audio qui serait la voix du chef du KGB biélorusse, dans lequel on l'entend dire qu'il faudrait tuer Cheremet avec une bombe. Comme souvent dans les assassinats politiques en Russie, en Biélorussie et même en Ukraine, rien n'a jamais été prouvé officiellement, mais c'est aussi pour cette raison que beaucoup de gens lient la mort de Cheremet à Sergueï Korotkik, qui est passé par le KGB biélorusse.
En fait, on n'est pas sûr à 100% du fait que Korotkii aurait coupé tout lien avec le KGB biélorusse et le FSB russe. Et donc, lui, en tout cas, à chaque fois, on lui renvoie son passé d'ancien élève du KGB ou affilié à des organisations d'extrême droite, surveillées, voire pilotées par le FSB. Et pour certains, oui, il s'agirait d'une taupe russe. Une taupe russe. Korotkii, même s'il s'en est toujours défendu publiquement, est soupçonné d'avoir assassiné Cheremetz parce que Cheremetz pensait que Korotkii avait plus ou moins un lien avec la disparition, l'assassinat de Boris Nemtsov, ce journaliste opposant au pouvoir russe. Мы должны сказать «нет» войне! Мы должны сказать «хватит маразму!» Мы должны сказать «Россия и Украина без Путина!» Россия и Украина без Путина! Boris Nemtsov, c'était un homme politique russe, mais surtout un des plus importants adversaires du régime de Vladimir Poutine. Et c'était d'ailleurs un proche d'Alexei Navalny, lui aussi un des opposants les plus critiques du président russe, qui est mort subitement en prison le 16 février 2024, et qui avait déjà été empoisonné en 2020. Il avait survécu à plusieurs enquêtes de médias internationaux. Oui, bon, Poutine, c'est compliqué, hein. Avait pointé la responsabilité du FSB, des services de renseignement russes, dans cette tentative d'assassinat. Alors, да, я понял. L'interview, au final, a été assez courte. Au moment où je le rencontre, en fait, je ne sais pas qui c'est, donc je pense qu'il a essayé de se servir de moi en se disant que j'allais sûrement faire passer des messages, mais surtout, je ne pouvais pas le confronter avec les accusations qui existent sur... Oh non, mais Villa, je t'aime bien. Heureusement que tu savais pas. Parce que si t'avais fait l'erreur de le confronter et qu'on t'aurait retrouvé ta tête sur Telegram, voilà, ça aurait pas été cool. Ses liens avec tous ces meurtres. Quoi qu'il arrive, avec ce genre de personnage, c'est quelque chose que j'aurais préparé pendant des mois et des mois avant de prendre un tel risque. Pour finir cette vidéo, je voulais vous raconter une dernière anecdote parce que pendant l'interview, j'ai remarqué qu'un gars écoutait notre conversation et en partant de la base, j'ai filmé son visage pour savoir qui il était. Il s'avère en fait que c'est Nikita Makevei, nom de code Odyssey, le bras droit de Sergueï, qui est lui aussi un néo-nazi russe naturalisé ukrainien en 2019 par Volodymyr Zelensky. Et la même année, sur son compte Instagram, il avait posté un message pour rendre hommage au terroriste Brenton Tarrant qui s'était filmé en train de tuer 51 personnes désarmées dans des mosquées en Nouvelle-Zélande. C'était un suprémaciste blanc qui est aujourd'hui adulé par les néo-nazis du monde entier pour ce massacre et cet attentat terroriste. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. En réalité, si j'avais été un journaliste Aclus? Ah, je parle de la vidéo. Ouais, mais s'il vous plaît, faites attention. Ukrainien, ça aurait été extrêmement dangereux pour moi de la publier en étant dans le pays. Et encore une fois, ce n'est pas à cause des Ukrainiens et de la population là-bas, mais des quelques néo-nazis que vous avez pu voir dans cette vidéo. Ce qui est sûr, c'est que mon travail sera sûrement beaucoup plus compliqué et risqué si je retourne en Ukraine, ce que j'aimerais quand même faire un jour. Et sur une note ouais, le fais pas, s'il te plaît, en vrai. Le fais pas, tu vas mourir. Là, franchement, le fais pas, tu vas mourir. C'était aussi important pour moi de vous raconter cette histoire pour rappeler que les gens que vous venez de voir, les meurtres, les menaces qu'il y a derrière, l'autoritarisme des régimes dont on a parlé, c'est ça l'extrême droite dans sa forme violente et tôt ou tard, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Merci beaucoup d'avoir suivi